de Royal FM, la radio des auditeurs. Ensemble, oui, la main dans la main, croyez-nous. Vous êtes sur Royal FM, il est 18h. Royal Soir Bilingue. Francine Ateba. Glory Ngange. Le journal. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Journal Bilingue sur Royal FM. À la présentation, Francine Ateba et Glory Ngange. Good evening. Bonsoir, Francine Ateba. Good evening, listeners. We take you to the headlines. Décès d'Anissé Ekane, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, apporte des précisions sur les causes du décès de l'homme politique après l'annonce de la remise de la dépouille à la famille du défunt par le commissaire du gouvernement dans un communiqué rendu public. Public health authorities have been ordered to put a stop to the practice of parking fees demanded from patients and guardians. Dr. Manauda Malachi sounded the warning through a press release addressed to administrators of state-owned structures across the country. Guerre au Soudan, Khartoum rejette la proposition de cesser le feu de Washington. La situation dans le pays est très tendue, avec des combats incessants entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide qui ont déjà fait de milliers de morts et de nombreux déplacés. Royal Soir, première partie. Francine Ateba. Comme je vous l'annonçais en titre, dans un communiqué du ministère de la Défense à la suite du décès d'Anissé Georges Ekane, âgé de 74 ans, survenu le 1er décembre 2025, à l'aube au centre médical militaire de la gendarmerie nationale à Yaoundé, en vue d'élucider les circonstances réelles de son décès. Une enquête a été ouverte à l'inspection générale de la gendarmerie nationale, en même temps qu'une autopsie médico-légale a été prescrite. De cette enquête administrative, il en ressort d'une part que l'interpellation et la garde en vue du nommé Anissé Georges Ekane étaient consécutives à son implication dans les manifestations violentes enregistrées à Douala avant et après la publication des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et d'autre part, son décès était survenu alors que l'enquête judiciaire ouverte sur les divers griefs légaux suivait encore son cours. Le rapport de l'autopsie médico-légale produit par une collégialité composée d'un professeur et de 2 docteurs en médecine sur la base des résultats des examens complémentaires effectués au centre universitaire Roman de médecine légale en Suisse a été remis au commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Yaoundé le lundi 23 février 2026. Il en ressort qu'une absence totale de liaison chromatique et d'existence grave pathologie ayant emporté un patient présentant de lourds antécédents médicaux. Le dit rapport a conclu à une mort naturelle. C'est pourquoi le commissaire du gouvernement a ordonné la levée des scellés. Toujours en politique et toujours concernant la même actualité, les restrictions viennent d'être levées sur la dépouille d'Anissé Georges Ekane, président national du Manidem, décédé le 1er décembre 2025, alors qu'il était en détention. La décision est du commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Yaoundé. Jean-Marie Anaba, vous êtes éditorialiste et chef d'ex-politique. Enfin, le dénouement de cette affaire, quelle première lecture? À quoi faut-il s'attendre pour la suite au-delà de ce dénouement?
Le premier commentaire est celui d'adresser une nouvelle fois nos condoléances à la famille nucléaire du défunt, de même qu'à sa famille politique. Nos condoléances à la nation tout entière qui a perdu depuis le 1er décembre 2025 l'un de ses valeureux fils, Anissé Georges Ekane. Le président national du Manidem a arrêté le 24 octobre 2025 au lendemain de l'élection présidentielle à Douala, transféré à Yaoundé jusqu'à sa mort en détention des suites de maladies. Voici venu l'épilogue, la décision du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé de lever les scellés sur la dépouille de l'homme politique après 3 mois de longue attente au motif d'une enquête prescrite par le chef de l'État, mais aussi pour des besoins d'autopsie. 3 mois de forte pression de la part des avocats, de la famille, des leaders d'opinion et des médias qui ont toujours réclamé que la dépouille soit remise à la famille pour l'organisation des obsèques. Le temps de la justice, qui n'est pas le temps de l'opinion, a donc sonné, mais sans réponse à une question. Qui a tué Anissé Georges Ekane? En attendant, il faut se satisfaire de ce premier pas franchi par le gouvernement qui avait rassuré que le défunt, souffrant de plusieurs pathologies, avait bénéficié de soins appropriés de la part des médecins militaires et de ses propres médecins. Plus besoin de polémiquer donc, après ce dénouement, l'heure est au recueillement. Dans une correspondance adressée au directeur général de l'hôpital central de Yaoundé hier, le conseil du regretté Anissé Georges Ekane dit avoir transmis la copie de la lettre reçue à titre d'information par laquelle le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé décide de lever les restrictions sur la dépouille avant d'ajouter que sa veuve Nessogué, Jeanne Edwige, prendra la responsabilité de ce corps en conservation, au nom et pour le compte des ayants droit, et prendra escalité en charge les frais de conservation du corps jusqu'à sa mise en biais, selon le programme qui sera arrêté en famille. Pour la suite, il faut donc aussi se référer à la famille politique d'Anissé Georges Ekane. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction et signé du secrétaire national chargé de la communication Bédi Moko, le Manidem prend acte de la restitution de la dépouille confisquée de son président national. Le comité d'organisation des obsèques rendra public dans les prochains jours un premier programme des hommages que le parti se propose de rendre à celui qu'il considère comme un patriote martyr. Seul, mais alors seul, le gouvernement a le droit de communiquer sur les conclusions de l'enquête prescrite par le chef de l'État et probablement des obsèques officielles seront instituées en l'honneur du disparu, comme ce fut le cas en 2023 pour le chairman du Social Democratic Front, ni John Frondi. Ce n'est donc pas le moment pour l'instant d'attendre la discrétion du président de la République et non donc de polémiquer comme nous l'avons signifié. D'une mort naturelle au féminicide au Cameroun. Le phénomène prend de l'ampleur au quartier CCC à Douala. Un homme échappe au lynchage de la population pour avoir tranché la tête de sa compagne à coups de machette. La scène macabre survenue il y a moins de 24 heures a été précédée d'un autre théâtre similaire du côté de Kribi. Celui-ci présentait une femme en tenue tuée par balle par son petit ami, lui aussi était du corps de métier. Une recrudescence dont vous questionnez les causes auprès de la gente féminine en plus du regard d'un homme de Dieu, Florent Goyam, chef d'Est, brigade des reportages. C'est la psychose chez Solange et Irène qui, comme de nombreux Camerounais, constatent avec amertume la montée en puissance des féminicides dans notre société. Ces derniers temps, on remarque que beaucoup de femmes sont tuées. Sur les réseaux sociaux, on lit d'ailleurs pas mal d'histoires qui font peur parce que être une femme a toujours été difficile. Mais ces temps-ci encore, c'est très compliqué. Il y a trop de choses qui se passent au Cameroun. Hier, un homme a encore tué une femme. Au vu de tout ça, j'ai même peur d'être une femme les temps-ci. Parce que tu ne sais pas la personne à qui tu confies tes nuits. On ne sait pas. Si plusieurs raisons justifient cet état de choses, il reste tout de même des solutions pour limiter au mieux ce fait social. Parce que maintenant, on se met en couple juste parce qu'on n'a pas envie d'être seul. On veut partager les factures avec quelqu'un. Mais sachons aussi que c'est notre santé, mais c'est même notre vie qui est en jeu. Donc, choisissons nos partenaires. Pour moi, ça doit être dent pour dent, œil pour œil. Tu tues ta femme, on te tue aussi. Vraiment, je crois que quand ils vont voir comme ça, ils vont arrêter ça.
Au-delà des perceptions psychosociologiques, les féminicides aujourd'hui peuvent aussi trouver application au plan spirituel. Pasteur David Nyambal. Vous savez, les féminicides peuvent être compris comme la chute de l'humanité et de la séparation d'avec Dieu. La méchanceté s'est accrue. Quand nous lisons le livre de Matthieu 24, Jésus nous présente les manifestations des fins des temps. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'excès de perversité, la dépression, les crimes rituels et les féminicides, comme vous en parlez aujourd'hui. En référence aux Saintes Écritures, le pasteur David Nyambal propose des voies de sortie. La première solution, c'est de retourner à Dieu, se repentir. La deuxième chose, c'est de présenter l'amour au prochain. La Bible nous recommande d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Luc 6:41 dit que c'est que vous voulez que les gens ou les hommes fassent pour vous, faites-le également pour eux. La troisième chose, c'est l'éducation et la sensibilisation par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la gouvernail de l'humanité. En 2024, au moins 77 féminicides ont été commis dans le pays, un chiffre qui croît au fil des années. Pour ralentir l'élan des bourreaux, des associations tentent de mobiliser les responsables politiques afin de faire de la pédagogie auprès des hommes. Par ailleurs, le projet de loi porté en juillet 2024 par des féministes devant les députés reste lettre morte jusqu'alors. Parlons des violences intrafamiliales dans ce journal. Dans l'arrondissement de Fou, un homme âgé de 40 ans bastonne sa mère jusqu'à faire couler le sang. Le résumé de cette affaire est contenu dans une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux. À l'origine, une dispute autour de la gestion des biens, un fait marquant qui est encadré par la loi. Claude Baoken. C'est un acte inacceptable. La famille est le premier lieu d'apprentissage du respect. La mère ne doit jamais devenir la cible d'une domination. Le rapport de force ne saurait être accepté comme mode de communication. Pour résoudre et corriger de tels comportements, le législateur a prévu des dispositions dans le code pénal. Léonce Awana est juriste. Il y a l'article 279 qui parle des coups et blessures graves. Il y a l'article 280 qui parle des blessures sèches. Il y a l'article 281 qui parle des blessures légères. C'est l'article 279 qui parle des blessures graves. Le code pénal prévoit une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans pour celui qui cause involontairement des blessures à une personne. À côté de ces dispositions du code pénal, la morale sociale condamne de tels actes. Aucune colère ne justifie qu'un enfant lève la main sur celle qu'il a aidé à former ses premiers pas. Il s'agirait d'un flagrant délit dont la maman n'a pas déposé une plainte. Là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est le ministère public qui s'en charge. Maintenant, la maman aurait posé une plainte contre son fils. Là, elle peut facilement retirer sa plainte et ça fera arrêt des poursuites. Il s'agirait d'un flagrant délit. Elle peut également essayer de voir avec le ministère public parce que là, le ministère public s'auto-saisit et c'est lui qui encaisse la procédure en cas de flagrant. Au sujet de la présumée réclamation des biens émise par ce dernier âgé de plus de 40 ans, le juriste est formel. Il n'y a pas une hypothèse dans le code pénal qui permette à ce que quelqu'un puisse porter atteinte à l'intégrité physique d'une autre personne. Sauf en cas de légitime défense. Le jeune homme âgé de 40 ans réclame des biens à sa mère et qu'il en vienne à porter main sur lui. Ce n'est même pas une hypothèse à évoquer devant le ministère public parce que ça peut aggraver les faits. Le monsieur est déjà majeur. En réalité, les parents n'ont plus de devoir envers lui. Au-delà des dispositions prévues par le code pénal, la nature punit les enfants qui frappent sur leurs géniteurs. En économie, les emprunteurs défaillants de la zone de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sont désormais interdits d'accès à leurs comptes bancaires selon le nouveau règlement de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC. Cette mesure vise à lutter contre les créances en souffrance et à restaurer la discipline du marché. La mise à l'index des clients défaillants dans la zone CEMAC est un nouveau paradigme de répression de l'insolvabilité. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une lutte plus large contre les créances en souffrance dans la zone CEMAC, qui a vu une augmentation de 17%, atteignant plus de 2 000 milliards de francs CFA. Production nationale de blé. L'Institut de recherche agricole pour le développement du Cameroun annonce la récolte des semences de base de blé sur 200 hectares à Ouassandé dans la région de la Damawa. Les quantités produites permettront d'approvisionner le pays en blé. Ce céréale importé en grande quantité pour combler le déficit en termes d'offres locales. La dynamique de l'IRAD s'inscrit dans le cadre de la
SND crante la politique de l'import-substitution. L'éditorialiste et chef d'ex économique Yannick Guéléui. Selon le Conseil national des chargeurs du Cameroun, notre pays a importé 278 408 tonnes de blé au second trimestre de l'année 2025 pour près de 45 milliards de francs CFA. En 2008, ces chiffres étaient beaucoup plus importants, d'où la décision d'expérimenter les premières semences de blé, un projet gouvernemental qui date de 2021. Depuis 2021, le gouvernement camerounais a mis sur pied la politique d'import-substitution qui vise à réduire les importations et à valoriser la production locale, à valoriser les produits made in Cameroun, à l'intention des boulangers pâtissiers principalement de la région du centre Cameroun, à la fabrication de pain à base de farine locale. L'anthropologue de l'économie Guim Fila a été informé du développement des variétés de blé IRAD 1, IRAD 2, dont les récoltes des premières semences ont cours depuis le 23 janvier dernier. À Wassandé, région de l'Adamawa, sauf une telle initiative de recherche fondamentale ne saurait se limiter uniquement à la farine de blé dans un contexte de substitution des farines importées par des farines panifiables locales. Ça démontre la capacité déjà de diversification dans une certaine direction qui n'est pas mauvaise. Mais si on avait eu affaire à un État volontariste qui prend en charge un certain nombre de questions, ce serait à l'État, n'est-ce pas, d'adresser ce genre, n'est-ce pas, de préoccupations et d'accompagner effectivement pas seulement les plantes, mais aussi les planter des différentes autres spéculations telles que l'igname, la patate et autres. Donc, en conclusion, c'est une initiative bonne, mais c'est une initiative isolée dans le système. Pourtant, ça aurait pu être l'initiative du système tout entier et orienter beaucoup plus vers la production industrielle locale. Chaque année, le Cameroun consacre en moyenne 200 milliards de francs CFA pour l'importation de la farine de blé, ce qui contribue au déséquilibre profond de notre balance commerciale. La page internationale. 18h passées de 17 minutes, vous écoutez le journal bilingue sur Royal FM. À l'étranger au Soudan, fin de non-recevoir de Khartoum aux propositions de Washington pour un cessez-le-feu. Un pays déchiré par une guerre qui dure près de 3 ans. Massad Boulox, le conseiller spécial du président américain pour l'Afrique et le Moyen-Orient, a appelé lundi 23 février 2026 sur son compte à un cessez-le-feu immédiat et à une trêve humanitaire sans condition préalable. Des propositions ont été faites plutôt aux belligérants. En rappel, la guerre civile au Soudan a débuté en avril 2023 et se poursuit en début 2026. Sans véritable rémission malgré les trêves annoncées. La guerre perdure, les combats s'intensifient de Khartoum au Darfour en touchant le centre et le sud du pays. En sport sans transition, Champions League européenne, les matchs des barrages de la phase retour de cette compétition débutent tout à l'heure. À 18h45 GMT, Atlético de Madrid sera face au club Bruges. À 21h, Newcastle affrontera Karabakh FK. Le Bayern Leverkusen va disputer le cuir avec Olympia. À 21h également, Inter de Milan croise le fer avec FK Bordeaux. The second part of the news in the English language with Glory Ngange. Welcome back, and we take you straight to health, where the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, has ordered for the immediate end of all parking fees within public health facilities across the country. The instruction was made through a document addressed to hospital administrators, where he condemned the phenomenon of paid parking systems, highlighting that this act undermines the image of public health services. Dr. Manauda Malachi stressed that all urgent and necessary measures should be taken to put an end to the unauthorized practice. On to this human interest story, a young man in the Fu subdivision of the Central region, identified as Adabe Zambo, has inflicted his mother with punches, leaving her partially blind. According to local sources, the individual, who claimed to be the head of the family, tortures his mother on a daily basis due to her alleged opposition to his management of family affairs.
Following this occurrence, our society reporter Gangnadele spoke to a legal mind on what provisions the law has put in place for such situations. Details in this report. The violent act perpetrated by the son against his mother constitutes a complex case that encompasses multiple potential offenses under the law, but ultimately, the specific charge could depend on the facts presented to the prosecutor and the applicable provisions of the Penal Code. Barrister Michael Techukwi. The Cameroonian Penal Code is very clear and has made provisions for various offenses. It is difficult to tell you which offense shall be qualified, but the fact is there is simple harm, there is grievous harm, and there is assault. Now it will depend on the facts which are given to the procurer, state counsel, which he will see which offense shall qualify from the facts. The barrister emphasizes the need for legislative reforms, stating that the law should be amended to include explicit provisions addressing violence against parents, ensuring clarity and specificity in handling such cases. When we look at this recurrent torture contestation between family members over family property, the law needs to be amended, and that this of once it is established within the family line and over property, it should become an aggravated offense. Because from the case at hand, you see that it is very glaring that this young man can do away with the mother's life just because of property. Barrister Michael Techukwi concludes by stressing the importance of reformation, highlighting its potential to help maintain social cohesion and prevent similar incidents in the future. So it is a call for our legislator to see that the penal code, which is good, should be amended. Some offenses should be aggravated from the circumstances, because parentage in Cameroon and family in Cameroon is gradually dying out without any measures to see how we can improve on a healthy family for our society. And this is where the ills continue to get into the society, because the family which was stable yesterday has become very, very unstable today and dangerous for the livelihood of its members. As the case highlights, domestic violence remains a pressing concern in the Cameroonian society, often with devastating consequences. To address this scourge, it is crucial that authorities, communities, and families work together to support victims, hold perpetrators accountable, and foster a culture of respect and empathy. On to a related story, the rising tide of femicide has reached a critical point, with several cases now recorded weekly. Finu Crispin, head of Reporters Brigade and Culture, comes back to some recent cases of femicide and gathered the reactions of some women and now reports. Most recent cases of femicide in Cameroon includes the lady whose head was cut off with a machete by her husband in Douala littoral region on Monday afternoon for unknown motives. Over in the central region, a military man shot a man who tried to separate a dispute he had with his wife. These happenings have, however, got women reacting. It's a very sad phenomenon that is going on right now, and it's rather unfortunate that lives have to be lost from the hands of someone you consider being your life partner or someone you love. It's really disheartening. What I believe is that this violence will never stop. A violent man is a violent man, no matter what you do. You counsel them, you talk to them, but one, two, they'll still do it. The rise in violence towards women, according to Suzy, is gradually portraying a wrong image about marriage to the youth. It's kind of traumatizing because there is a lot of fear in most women's minds. Those who are yet to get married, or those who are yet to get into committed relationships, it's a lot of fear rising in their minds. Mama Juliana has been married for over 2 decades, and so far, prayer and tolerance has been the pillar of her marriage. I've been supporting the marriage for more than 20 years because I make up my mind that I will not be listening for all what is going inside my marriage house. Whatsoever a man said, I don't keep it in my mind. I make up my mind to worship God, to receive God as my Savior and everything in my life. So whatsoever a man said to me,
I just ignore it. I don't value it as anything for me. So I try to live like that so that I will live a life that I will have no worry. Noeline, on her part, suggests that separation is the best alternative when violence gets involved. For me, when you discover that your husband is violent, better you leave the marriage and look for your own side and look for your own way. Give back to your family and raise your children. Because stay in a house that will be beating you all the time. But I myself, I cannot. Me, I can't. Because if I discover, if you just slap me, I will just go me. That's me. So for others, they will stay and they will kill them. Then they are still there. According to recent statistics, in January 2025 alone, at least 10 cases were recorded. Activists and government officials note that these figures likely represent only a fraction of the true underreported total due to systematic issues. You are listening to the 6 p.m. Bilingue News on Royal FM 88.4 in Yaoundé. We now take this feature story. In most Cameroonian cities, fashion is more than just fabric and threads. The decision of what to wear goes beyond just picking an outfit. It is a reflection of their identity, culture, and emotions. Our reporter, Gangnade, spoke to some of them who share the factors that influence their daily style choices. She compiled their reactions in this Vox Pop. What inspires my choice of my dressing is the occasion. I can't dress the way I'll go to church. I can't dress that same way to the market. It's really my mood because let's say the occasion already gives me that mood. If I'm going to a nightclub, for example, I'll definitely feel in the mood of like nightclub vibes and stuff like that. So I'm definitely going to dress in a way that is going to appease the environment. I wouldn't dress the way I'm going to work to the nightclub. What actually inspires my dressing, it's at times depends on the occasion I'm going to, the kind of people I will meet. At times, actually like some colors, like my basic colors are white and black, so I actually love them. Honestly, I don't even have what inspires me to wear a dress, except it's really a strict occasion or an event that has particular dress patterns or dress code that I have to dress for it. But if it's for my normal daily activities, first of all, a very bad stylist for myself. So I always wake up every morning and I'm confused on what to wear. So sometimes I'll sit in front of my wardrobe and I'll be like, Holy Spirit, please, what should I wear? And so whatever my hands just fall on, I'll pick it up and I wear it and I leave there out. In politics, according to a communique made public today by the Ministry of Defense, the death of Anise George Ekane, political opposition figure, was natural. The communique highlights that after his death at the military hospital of the National Gendarmerie, investigations on the condition in which he was detained was carried out, as well as an autopsy conducted. It is as a result of these researches that the government commissioner ordered for the release of Anise Ekane's corpse, and the administration of the Yaoundé Central Hospital, where his body is found, was then instructed to allow for the withdrawal of the corpse by his family. The order was given through a correspondence signed on February 23, 2026. Get the reactions of Yakubu Jinkam of the CPDM and Kotem Princewill of the MP3 parties, who spoke to our newsroom earlier on today. It is something to appreciate because seeing today the communique that will permit the wife and the entire family to bury the corpse of Mr. Anise Kane is something positive, because whatever be the circumstances of the death of somebody, the simple thing is that he should be buried and then for his soul to rest in perfect peace. Sealing the corpse of this political leader was something ununderstandable, but it was normal because they needed to carry on certain investigations to find out what caused his death. Was it due to ill treatment he received at the place? Was it due to his previous medical conditions? Many things were still to be found out before authorizing the corpses to be taken away. The release of the seal of his corpse is not something which we want to thank the state. Why? Because of course, the state needs to be answerable to the passing away of Anise Kane, and this is something which we, the opposition, we are strongly behind,
I will keep pushing because the state needs to answer for its wrongdoings. Let's end this national page in economy, where Cameroon is taking a significant step towards reducing its dependence on wheat imports, as the Institute of Agricultural Research for Development is launching a major wheat harvest campaign in the locality of Wasande in the Adamawa region. 600 tons of basic wheat seeds are expected to be produced as part of a government strategy to revive local production and improve the country's trade balance. Jeffrey Tachim spoke to an economic expert to find out how such an initiative can help in boosting the country's agro-industrial landscape. Here is his report. Cameroon's new wheat seed campaign in Wasande marks an important strategic shift in agricultural policy. From a structural standpoint, this initiative can contribute in positive ways, as economist Valerie Asundeb explains. Local wheat production could reduce foreign exchange pressure, stabilize flour prices, boost rural employment, and strengthen food sovereignty. In the long term, this could help rebalance Cameroon's import structure and make the economy more resilient to global supply shocks like the of this agricultural ambition will be long-lived on certain conditions which the expert believes are indispensable for its success. Success would depend on scaling up adoption, investing in mechanization, which is turning manual labor into machine labor, ensuring access to fertilizers, and finally developing local processing capacity. You see, without a complete value chain approach, the impact may remain limited. Moreover, the expert insists that the impact of this government initiative, which he describes as promising and viable, will rely on major key points, namely execution, coordination, and communication. The initiative is promising, but its real economic impact would depend on consistent policy support and effective execution, implementation, coordination, and communication. These are some of the key aspects that, if adopted in every single Cameroon initiative program or project, it has a 50% chance of succeeding. Therefore, if successfully implemented and sustained, this project could mark a turning point in Cameroon's quest for greater agricultural self-sufficiency, reduce import dependency, and strengthen food security. In Europe, after 4 years of conflict, the concept of reconstruction in Ukraine remains a distant ambition rather than a current reality. According to a joint report released by the World Bank, the European Union, the United Nations, and the Ukrainian government, the rebuilding of the nation will require about $580 billion and can only be done over the next decade. And in sport, the National Football Academy ANAFOOT has signed a partnership with AgriSport International to secure the future of Cameroonian athletes. The partnership was signed earlier today in Yaoundé, during which the Director General Carl Eno Ngachu urged footballers to look beyond the pitch and embrace sustainable professional careers in agribusiness entrepreneurship. Below is an excerpt of the Director General talking shortly after the signing ceremony. I'm here to talk about the after career of a footballer, because at times we don't transmit the right message. Every young footballer will become a professional. I'm a living testimony. I played football. I wanted to become a professional. It is through studies that I obtained a government-sponsored scholarship that I went to Europe to come back as a coach. So meaning what we have to tell those children, tell the parents, tell even the educators that not all those children will succeed in football. But after the career, what are they going to do? We don't want them to become wretched in the town, in the streets. We don't want them to become gangsters. So the reason why we agree with AgriSport that will come into partnership to train some of these kids already, prepare an after career, which we think will help also to build the country, because we need healthy youth, healthy Cameroonians, and I think through the youth we can do many things. We'll make some sort of a campaign already to inform the parents that they need to encourage the children, because we made a survey last year. We wanted to know the after career of those people. What do they want to become? Most of them never thought of doing agriculture.
Most of them will think, no, want to become a professional. I'm talking about the after career. Some say wanted to become coaches, other entrepreneurs, others video analysts, others physiotherapists. After doing that survey, we say, if they're thinking about this, why not come along another structure like this with agriculture? Because agriculture never fails. And that brings us to an end of the 6 p.m. Bilingual News, which was technically assisted by Romiak Ekume, who is our sound engineer behind the cameras. We have Alain Kwekam, production assistants. We got it from Doreen Bimi and Jeffrey Tachum. Script editing, Annie Lizette Ambassa and Mapala Zita. Editorial coaching, Abel Bella. Summary coordination, the station's manager Roger Kiek, and general supervision, the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. For news presentation, we are Glory Ngange and Francine Ateba. C'est la fin de cette édition de l'information sur Royal FM. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 8h. Juste après nous, débutent les grands rendez-vous des soirées radiophoniques sur Royal FM avec l'émission culte On refait l'actu de Roger Kiek de Kiki. Bonsoir. Bonsoir